Quand on parle conneries en voiture, on imagine directement Villebrequin. Et pourtant, avant ce duo francophone, c'est un trio qui a ouvert la voie. Responsable de 108 premières places au programme le plus regardé de la BBC 2, 21 premières places de leur créneau horaire et des milliards de vues au travers du monde, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle du plus grand show de la planète. Vous vous en doutez bien, au vu du titre et de la miniature, on va surtout parler du plus grand trio de journalistes, Laurent Houtan, le hamster et Captain Limace. Ou alors, Captain Slow pour les anglophones. Mais d'abord, embarquez avec moi dans la DeLorean à l'époque où Top Gear n'existait pas. Et oui, il a bien fallu l'inventer. Tout commence quand Derek Smith désire monter une petite émission auto pour l'antenne locale de la BBC dans les Midlands, le 22 avril 1977. À l'époque, aucun Clarkson en veut, l'émission commence avec une femme, Angela Rippon, et le journaliste Tom Coyne. Après seulement 9 épisodes, la BBC décide de le rendre national et ajoutera au trio Noel Edmonds en 1979. Et il lui suffira de 5 minutes pour poser les bases du futur Top Gear. Fiat really have come up with some very attractive cars in the past. I just remain staggered that anybody in the late 70s, early 80s can come up with a design like this, because I think it is positively ugly. Ceci ouvrira le bal des nombreuses plaintes de constructeurs à l'égard de la BBC concernant cette émission, l'ADN même de Top Gear. Top Gear est donc créé. La suite sera digne d'un Game of Thrones. Rippon quittera la prod, laissant le champ libre à Edmonds qui, un an après, quittera à son tour l'émission. En 81, ils seront remplacés par Judith Jackson, ancienne présentatrice de Wheelbase, jusqu'à la saison 5. Et ce, avant d'être remplacé par William Woolard. Sous son air, Top Gear deviendra vraiment un programme éducatif autour de l'automobile, et malgré une audience qu'il appréciait, on ne peut que constater que le politiquement incorrect manque à l'émission. Alors l'émission connaîtra un lent déclin. C'est en 86 que la direction change. Alan Yentop prend alors la tête de la BBC et il veut ressusciter l'âme de Top Gear, celle de Noel Edmonds. Il charge donc les nouveaux producteurs, dont John Bentley, de trouver la nouvelle tête d'affiche. Et c'est au cours de la présentation de la nouvellement dévoilée Citroën AX que le journaliste tombe sur un jeune journaliste. Oui, il fut un temps où il était jeune ce Clarkson. Bien qu'il n'ait jamais eu de présence télé, les écrits qu'il a produits impressionnent Bentley qui lui dira « Si jamais les autres se barrent, le poste il est à toi mon ref !» Et tel un prédicateur, 2 présentateurs quitteront l'aventure. Et c'est le 27 octobre 1988 que le public découvrira Clarkson lors d'un essai d'une Rolls-Royce préparé par un tuner anglais. Son franc-parler fera sa notoriété et ça marche, les chiffres le montrent, des milliers de spectateurs, l'émission passe aux millions. En 91, Woolard quitte aussi l'aventure, laissant le Clarkson de 31 ans le rôle principal. Il prendra tellement d'importance que le terme influenceur a probablement été inventé pour lui. Un effet socio-économique finira même par porter son nom tellement c'était impressionnant, le Clarkson Effect. Lorsqu'il donnait son avis, certains constructeurs pensaient voir réduire ou augmenter leur volume de vente, à tel point que MG, en 2005, lancera une campagne anti-Clarkson. Et même lorsqu'il ne disait rien, cela pouvait aussi influencer. Yeah. You want 6 minutes on the car? But that'd be the most boring piece of television since the Potter's Wheel. For you here. The drummer in this band, right, is Danny Goffey, son of the very famous Chris Goffey. No, sorry, the car. Right, what else? Oh, that's dull. Well, it's got a coat hook. Oh, I've done that. Oh, the clock. J'ai juste refusé de conduire la Vectra sur Top Gear. Je ne pouvais pas imaginer que Opel avait pu la rendre d'une quelconque manière intéressante.
La conduire ne m'intéressait absolument pas. Le Clarkson Effect semblait surtout être dans la tête des constructeurs. Il suffit de voir l'essai de l'Alpine A610 loué par Clarkson. To hazard a guess on exactly how many cars they sold. 700, 430. They sold exactly 9. En 1996, et ce malgré pléthore de présentateurs, il est clair que c'est Jeremy que les gens veulent voir. Mais lui ressent un manque de liberté dans l'émission, manque qu'il compensera par des vidéos annuelles réalisées par un des réals de Top Gear, Jeremy Clarkson Unleashed on Cars, dans laquelle pendant 15 années, il poussera les supercars à leur limite et détruira les voitures les plus pourries. Du vilebrequin bien avant YouTube. Dans cette émission, il apprendra le drift, fera des courses de F1 contre des voitures de rallye, contre des supercars. Il y aura même un épisode où il modifiera une voiture petit budget, prémisse du Top Gear que l'on connaît tous. En 1998, il sera nommé meilleur présentateur, et alors que Top Gear connaît un pic avec 7 millions de spectateurs par semaine, dans un épisode se déroulant dans un futur où les moteurs explosions sont devenus illégaux, il annoncera sa fin dans Top Gear, temporairement. 1999, après avoir été refusé car trop proche du style de Clarkson, James May entre en scène. Back in the days when a new suit cost 2 and 6 and everything was made of real wood, Jaguar was very successful in this class. Il aurait dû être secondé par Brendan Coogan, mais qui ne fera pas long feu après avoir été arrêté pour ivresse au volant. La production remerciera aussi James par la suite. Remplacé par Kate Humble, les audiences connaissent une forte baisse, et le plus drôle après un épisode de Top Gear, c'est la tête de Clarkson que le public voit. En 2001, les audiences remontent grâce à l'implication d'une nouvelle équipe qui met en avant l'action. Mais dès août, l'équipe part fonder Fifth Gear sur Channel 5. Un seul présentateur restera, et alors que Clarkson est sur le montage de son émission annuelle, la BBC le contacte pour le produire, et ce, à côté de Top Gear avec son émission Carmageddon. Tout y est, des supercars faisant comparer des chronos, autour d'une piste pilotée par le Stig noir, The Gimp, en hommage au personnage éponyme de Pulp Fiction, de l'action et des explosions. Et à côté de ça, il y aura Top Gear plus une sorte de turbo finalement. Mais pour la BBC, produire des émissions trop similaires semble un mauvais plan. Et en 2002, Clarkson réintègre Top Gear comme le présentateur principal. On a parlé de Laurent Hautan, du Captain Nimas, il nous manque un protagoniste, le jeune fougueux, le hamster. Hammond est repéré alors par Clarkson qui avait déjà passé les auditions en 2000 mais les avait ratées. Et en deuxième co-host, il choisira James May, qui refusera ne voulant pas faire partie du fiasco, comme il le dit lui-même. Jason Dew, présentateur de Used Car Show, prendra sa place. C'était clair, Clarkson lead, les deux autres sont là pour faire valoir. Le premier épisode officiel sera l'éloge de Clarkson pour le berlingot, boostant au passage les ventes, mais après une saison, la BBC virera Dew et mettra Hammond sur la sellette, à moins que Clarkson ne trouve un bon remplacement à Dew. Et après avoir recontacté May, ce dernier acceptera. Mais ce qui boostera vraiment le trio, c'est sans aucun doute une nouvelle invention qui se popularise rapidement. Internet. Des extraits tels des TikTok et plusieurs parties de films fuitent et la popularité du trio explose. Le reste est histoire. Cette histoire est juste incroyable de motivation pour nous chez Racing Lovers. On ne peut que se souhaiter la même. Si cette vidéo vous a plu, sachez qu'il y a encore beaucoup à raconter et que cette vidéo n'est que la genèse. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous voulez la suite dans les commentaires et abonnez-vous pour retrouver la prochaine vidéo. C'était Mario pour Racing Lovers, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, restez tunés. Drop